Eh bien bonjour à tous, ou rebonjour et bravo aux courageux qui nous accompagnent pour cette dernière table ronde de cette journée des écotechnologies d'Alsace. Nous allons maintenant nous intéresser à l'eau, et plus particulièrement à la mesure de l'eau, au service de la santé et de l'environnement. Avec nous pour en discuter, Serge Foresti, bonjour monsieur. Vous êtes le directeur de l'environnement et des services urbains de la communauté urbaine de Strasbourg. À vos côtés, Christophe Brunner, bonjour monsieur. Vous êtes le directeur général de Burkert Fluid Control System. À votre droite, Mathieu Bauer, vous êtes chef de marché eau et environnement de Endres Hauser. Vous êtes tous les deux des industriels de la mesure technique de l'eau. Et avec nous également, Stéphane Fischer. Bonjour monsieur, vous êtes le fondateur d'Huberton, donc une start-up qui se lance dans ce secteur de la mesure de l'eau. Absolument. Alors avant de se poser des questions un petit peu technologiques sur la façon de mesurer l'eau, peut-être on peut se poser la question de pourquoi on doit mesurer l'eau. Qui peut nous répondre? Quels sont les enjeux de la mesure? Monsieur Bauer? Je dirais peut-être en deux mots, mesurer l'eau tout simplement pour la qualifier et la quantifier. Qualifier l'eau, c'est mesurer ses paramètres physico-chimiques dans le cas d'une eau potable, par exemple, pour pouvoir s'assurer du bon état sanitaire de l'eau qu'on va distribuer aux concitoyens. Ça, c'est un aspect. La quantifier de la même façon, c'est de pouvoir tout simplement évaluer le volume qu'on a distribué. Pour un fermier, effectivement, c'est très important, des aspects de facturation. À l'inverse, dans le réseau d'assainissement, on a la même problématique de qualification par rapport à l'eau qu'on va rejeter dans le milieu naturel. Il y a des limites de rejet pour chaque ouvrage d'épuration par rapport à un milieu récepteur et les capacités de ce milieu récepteur. Donc on va devoir qualifier et de la même façon quantifier pour pouvoir évaluer les volumes à traiter qui vont générer encore une fois des sous-produits ou des coproduits dans cet ouvrage d'épuration. Donc on a des enjeux de type économique, on a aussi des enjeux de type risque. Est-ce qu'on peut les détailler éventuellement? Tout à fait. Alors en termes de risque, on va surtout les aborder, enfin dans un premier lieu je dirais par rapport à l'aspect santé sur l'eau potable. Le risque c'est tout en amont de la chaîne sur l'eau qu'on va pomper pour fabriquer cette eau potable qui va transiter dans une usine d'eau potable en fait. Donc on va devoir mesurer l'eau pour éventuellement détecter une pollution accidentelle. Là ça c'est très important et ça fait partie des tendances aujourd'hui sur certains bassins versants, parce qu'il y a un risque routier, parce qu'il y a un risque de pollution d'une nappe phréatique par exemple, ou ce genre de choses. Donc on va devoir mesurer en amont, on va devoir mesurer à la sortie de l'ouvrage effectivement pour pouvoir s'assurer que l'eau est de bonne qualité. Et je dirais par rapport à un contexte un petit peu plus... Enfin, on va parler du nom, Vigipirate, effectivement, on a besoin de sécuriser la potabilisation de l'eau. On est aussi capable de mesurer tout au long de sa distribution qu'elle est toujours suffisamment chlorée pour pouvoir se prémunir d'une attaque bactéricide ou de choses comme ça. Donc ça, c'est très important. Côté eau usée, parce qu'on a du mal à voir, c'est pas forcément naturel de comprendre pourquoi l'environnement peut être mis en danger par les eaux usées. Alors effectivement, à l'autre bout de la chaîne, donc après la production d'eau usée, donc celles-ci vont devoir être retraitées dans les usines d'épuration et vont devoir satisfaire un certain nombre de préconisations avant leur rejet. Donc par rapport aux capacités du milieu récepteur, si je fais court, plus le milieu récepteur est grand et a du débit, il aura quand même une certaine capacité, je dirais, à accueillir un certain volume de polluants, et plus le ruisseau est petit ou la rivière petite, effectivement, il va falloir traiter plus en amont. Bon, tout ceci dépend aussi, bien sûr, de l'installation qui va rejeter. Mais donc, on va devoir épurer et satisfaire à certaines limites de rejet à ne pas dépasser. Donc, pour ceci, on a besoin de mesurer en ligne, à la sortie de l'épuration, bien évidemment, mais aussi dans le process. Je rappelle qu'on a affaire à de réels process de fabrication d'eau propre, épurée ou d'eau potable. Et dans ce cadre-là, on a besoin de mesurer en ligne, que ce soit le débit, ne l'oublions pas, le débit, le niveau, ou la qualité de l'eau dans les différentes étapes du process. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur les enjeux? Oui, monsieur Fischer. Oui, éventuellement, pour aller un peu plus en amont dans le réseau d'assainissement, l'une des autres problématiques, au-delà du bon traitement par la station, c'est le rejet au milieu par le réseau lui-même. C'est-à-dire qu'en temps de pluie, lorsque les réseaux sont surchargés, ils vont déverser une partie des liquides dans les rivières, dans la mer éventuellement, et ces liquides sont susceptibles de polluer de façon importante les milieux. Et dans ce sens-là, il est aussi important de mesurer en amont pour bien comprendre comment fonctionne un process industriel ou simplement un réseau d'assainissement qui va ramener des polluants d'un point A vers un point B. Et
c'est aussi pour ça qu'on mesure dans les réseaux, c'est aussi pour bien comprendre comment ils fonctionnent. Alors on sait bien que l'eau, c'est un cycle, néanmoins il faut bien qu'on le prenne par un bout. Alors j'ai choisi de commencer par l'eau potable qui me paraissait le plus naturel. Monsieur Foresti, vous avez la chance d'être sur un bassin hydraulique de grande qualité. Néanmoins vous avez des obligations en termes de contrôle. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit panorama de vos obligations et des contrôles et de leurs résultats éventuellement? On va se focaliser sur l'eau potable. On reviendra tout à l'heure sur la surveillance de la nappe et un certain nombre de choses dont on n'a pas parlé. Les pollutions historiques et autres qui sont aussi à surveiller. Pour l'eau potable, je dirais que les choses sont assez simples. On a un certain nombre d'obligations réglementaires qui nous amènent pour nous-mêmes à faire 650 mesures par an sur notre réseau d'eau, aussi bien au niveau de la production d'eau que sur le réseau lui-même. Et ce sont des mesures qui sont édictées par l'Agence régionale de santé et qui nous obligent à faire l'ensemble de ces mesures. Au-delà de ça, la collectivité a un programme volontariste d'autocontrôle de plus de 2000 analyses par an, des mesures qui sont faites en amont de la production pour vérifier que l'eau qui va arriver en production n'a pas de problème particulier, donc avec des analyses physico-chimiques complètes, sur le réseau, en doublon de ce qui se passe par l'ARS, et puis en cas de travaux, avant remise en service, pour vérifier que l'eau qui va être redistribuée est de l'eau potable de même qualité que ce qui est produit et distribué normalement. Donc un programme très important, 350 000 € dépensés tous les ans en analyse sur le réseau, qui nous amène à être certains d'avoir une potabilité de l'eau qui est distribuée. Alors au moins sur le réseau public, la partie réseau privatif est un peu plus compliquée puisqu'il y a quand même un certain nombre d'obligations des propriétaires d'entretenir leur réseau privatif avec des petites pollutions qui peuvent arriver sur leur partie privative. La plupart du temps, une bonne purge permet de remettre, je dirais, les qualités de l'eau à des concentrations tout à fait normales par rapport à ce que l'on doit avoir pour une bonne potabilité. Mais on a aussi une très grande chance à Strasbourg, c'est qu'on a une eau d'excellente qualité qui n'a besoin d'aucun traitement avant d'être distribuée. Un petit peu de chlore, Vigipirate, on en parlait juste avant, qui nous oblige à mettre un tout petit peu de chlore. Ça permet en même temps, c'est un traceur intéressant pour vérifier qu'on n'a pas de pollution bactériologique. Mais pour autant, je dirais c'est une eau d'excellente qualité qui peut être distribuée sans aucun traitement particulier. C'est ce que font d'autres collectivités qui prennent le risque de ne pas chlorer du tout, y compris pendant les périodes de Vigipirate. Alors 350 000 € par an à l'échelle de l'ACUS, finalement c'est epsilon si on le rapporte au mètre cube, non? C'est epsilon, oui et non. Quand on rajoute la partie assainissement, on parlait tout à l'heure des mesures qui sont faites pendant l'ensemble du process de la station d'épuration, que ce soit sur la partie eau ou sur la partie boue, lorsqu'on somme les deux, on est à peu près à 1 million d'euros. Alors 1 million d'euros, sur un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pour l'assainissement, c'est 1%. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même 1 million d'euros, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. 1 million d'euros, ça doit être égal à 3 centimes du mètre cube, quand on prend le pendant par rapport au prix au mètre cube, 3 centimes. Ça reste raisonnable, c'est important, nécessaire, et vous voyez que la collectivité, au-delà du réglementaire, a une partie volontariste pour être certain d'avoir une eau de bonne, tout à fait potable auprès des usagers. Et, oui, vous vouliez ajouter? Non. Et comment évolue la réglementation, justement? On imagine que c'est plutôt vers plus de contrôle. Mais... Ça va évidemment vers plus de contrôle. On commence à nous demander de regarder de nouvelles molécules, résidus médicamenteux, substances émergentes, qui nous amènent donc à participer à des campagnes de mesure, de quantification. Donc on est plutôt, je dirais, dans la veille et dans la recherche du type de traitement ou du type de détection qui serait nécessaire pour pouvoir assurer le suivi de ces nouveaux éléments émergents qui sont aujourd'hui très ténus à la limite de la quantification, on a beaucoup quand même de difficultés à ne serait-ce que quantifier les substances qu'on nous demande de regarder. Donc on sait qu'un jour ou l'autre, on sera amené à avoir de nouvelles substances à regarder. On a la chance à Strasbourg d'avoir aussi l'ENGES avec lequel on a un partenariat scientifique qui nous permet d'avoir des programmes de recherche. On a Hydreos avec lesquels un partenariat avec les industriels sur lequel on est en train de travailler pour essayer de voir comment travailler en partenariat entre collectivités et industriels. Donc on se prépare à de nouvelles réglementations plus dures évidemment que celles existantes. Alors du côté des industriels, on est prêt justement à ces nouveaux polluants? Vous avez des solutions, M. Bonner? C'est clair qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à cette problématique qui est d'identifier de nouveaux polluants. Comment les identifier, comment les tracer, comment les monitorer.
La problématique est surtout le fait qu'ils sont très nombreux. Et donc on essaye de réfléchir à des modèles qui permettraient de regrouper des grandes familles pour pouvoir après appliquer certains principes physico-chimiques. Et c'est là qu'on voit toute l'importance en fait de la mesure en ligne, et même pas forcément continue, mais qui permettent à la fois de gérer un risque majeur éventuel, ou éventuellement de corriger une tendance qui ferait que un rejet ne pourra plus être dans les normes attendues par rapport à la réglementation. Le but étant d'essayer d'être le plus, dans un premier temps, informatif et non qualitatif, parce qu'après il y a un coût, bien sûr, associé à ça. Mais effectivement, je pense qu'on va tendre vers plus en plus de capteurs intelligents qui seront peut-être dans le flux lui-même des réseaux. Ou qui seront peut-être disséminés à des endroits stratégiques pour permettre justement d'identifier rapidement un dysfonctionnement et qui permettrait ainsi de réagir en temps utile. Alors, on parlera juste tout à l'heure justement des nouvelles tendances autour des mesures. Juste sur les nouveaux polluants, est-ce qu'on a des polluants particuliers qu'on commence à savoir mesurer, ou à l'inverse, des polluants qu'on est bien en peine de mesurer? On s'intéresse bien sûr à la liste que l'Union européenne a définie. Il y a une liste de différents polluants autres que les métaux lourds classiques. On commence à s'intéresser fortement aux rejets médicamenteux, et notamment aux bactéries, dans le cadre aussi de la solution Vigipirate. Ça, c'est quelque chose qui est forcément indispensable. Encore une fois, c'est assez complexe. Donc la difficulté, c'est que souvent ce sont des parties par million, c'est l'ordre du ppm. Et comment distinguer ppm quand on a plusieurs, voire centaines de molécules différentes qui peuvent être dans le réseau. Alors vous aviez commencé, vous vouliez ajouter? Non. Donc vous aviez commencé à nous parler justement de l'évolution de la mesure. Quelles sont les grandes tendances? Monsieur Bauer, peut-être? Je dirais en termes de grandes tendances, alors effectivement, on est tout aussi attentif aux nouveaux besoins, aux besoins émergents du marché. Et je dirais par rapport à ça, la grande tendance, c'est de pouvoir y répondre avec des capteurs en ligne, dans la plupart des cas. Vous dites en ligne, c'est connecté? Connecté, alors oui, connecté tout à fait, et pouvoir installer directement le capteur dans le réseau d'assainissement ou d'eau potable, au cœur même du process, de pouvoir disposer d'un capteur le plus intelligent possible, qui va consommer le moins de réactifs, ou faire appel à le moins de maintenance possible, pour différentes raisons de disponibilité de personnes aujourd'hui, et tout simplement de disponibilité de temps de mesure. Si un capteur est indisponible pendant quelques heures par jour ou par semaine, voire même par mois, ça peut poser problème, donc par rapport à cette disponibilité complète de la mesure. Donc on travaille vraiment sur ces aspects-là pour pouvoir rendre le capteur le plus intelligent, le plus polyvalent possible. On travaille aussi sur l'aspect de communication, de transmission du signal, d'une part, parce qu'on est sur des environnements industriels parfois difficiles, avec des champs magnétiques et ce genre de choses. Donc aujourd'hui, on a fait un bond avec la transmission numérique du signal, ça c'est une étape importante. Et ensuite, on va travailler sur tout ce qui est interface avec l'utilisateur, alors qu'elle soit positionnée elle-même sur le terrain, ou alors qu'elle soit déportée donc en surveillance, en autosurveillance, ou ce genre de choses. Donc tout ce qui est transmission de signal, bus de terrain bien évidemment, et ensuite utiliser les technologies d'Ethernet et autres donc pour pouvoir communiquer avec les capteurs, de manière à ce que les personnes en charge d'une exploitation, d'installation puissent être au courant de ce qui se passe au moment voulu, à n'importe quel moment finalement, avec les outils d'aujourd'hui. Donc on pense aux tablettes, smartphones ou autres. Qu'il faut comprendre que le monde de l'eau est juste en ce moment en train de passer à une sorte de pilotage en temps réel de la qualité de l'eau? Je dirais, on y tend tous les jours, et c'est une évolution qui se fait depuis un certain temps, et qui, je dirais, la technique aidant, va effectivement aller dans ce sens-là, tout à fait. Donc, pilotage, oui, monsieur Foresti. Pour dire, on a déjà certains éléments de pilotage en temps réel de nos réseaux, fort heureusement, qui ont déjà été mis en place, d'autres qui sont en cours de mise en place pour, notamment, on parlait de la partie orage-pluie. Le pilotage en temps réel des réseaux est quelque chose vers lequel on tend, au-delà, je dirais, de la mesure de ce qu'il y a à l'intérieur, et sur lesquels on est déjà assez avancé. Je voulais compléter ce que vous disiez sur la mesure. Nous avons aussi des conventions avec des industriels, puisque les réseaux publics acceptent non seulement de l'eau des usagers,
pour les réseaux d'assainissement, mais aussi des réseaux de l'eau qui vient des industriels. On a des conventions particulières avec les industriels et les prochaines campagnes que nous allons faire avec les industriels permettront de regarder leur sortie, et notamment sur les polluants émergents, vérifier ce qui sort de leurs installations afin de pouvoir prendre des mesures chez l'industriel, sachant que dans les conventions, on a des conventions qui nous permettent de savoir exactement ce qui sort et de se conventionner pour un pré-traitement chez l'industriel. Donc ça, c'est assez important lorsqu'on a beaucoup de grosses industries qui sont sur nos réseaux, d'essayer d'aller vers la source et de traiter à la source et non pas à l'arrivée à la station d'épuration, qui est finalement une grande usine, mais qui a du mal là à trouver à extraire les quelques polluants s'ils sont dilués dans le nombre de millions de mètres cubes qu'on peut avoir à l'arrivée de la station. Cette notion d'eau industrielle est intéressante. Peut-être, M. Brunner, vous pouvez nous en dire un mot, puisque vous êtes spécialisé dans ce domaine. Écoutez, oui, l'important, je crois, surtout, c'est que ce qu'a dit mon confrère, c'est qu'on se doit d'être attentif à la communication des informations. La mise en réseau va devenir de plus en plus importante. Et on va devoir utiliser des phénomènes ou des approches genre cloud, qui sont bien la mode actuellement, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va se généraliser. Le but étant de faire circuler l'information, d'informer en temps utile, réel, de ce qui se passe réellement dans le réseau. Et notamment dans les réseaux usés où il y a quand même un certain nombre de produits nocifs qui peuvent circuler et qui peuvent avoir des incidences fortes, notamment s'il y a des fuites, s'il y a des ruptures de canalisation, s'il y a des eaux de pluie qui arrivent de façon accidentelle et qui, en fait, sursaturent le réseau. On se doit d'être très attentif à ça. Le réseau industriel, aujourd'hui, est quand même très vieillissant en France. Là aussi, c'est quelque chose qui va devoir être revu fortement, puisqu'on a des réseaux qui datent des années 50, en majorité, les 800 km de réseau. Certains réseaux principaux français sont très vieux. Et ça aussi, je pense qu'à ce niveau-là, au niveau des matériaux, ne serait-ce, on aura des avancées significatives à prévoir pour monitorer et gérer de façon plus efficace les réseaux. Pas uniquement par la mesure, mais par cette architecture globale de communication et par aussi les matériaux mis en avant. Alors, dernier point sur l'eau potable, est-ce que la recherche des fuites et la réduction du taux de fuite a un éventuel impact bénéfique pour l'environnement? J'imagine, je cherche par là éventuellement un impact énergétique sur moins de pompage, etc. Est-ce qu'on sait le mesurer? Est-ce qu'aujourd'hui on a des outils nouveaux? Je crois qu'on parle de sectorisation. Par rapport aux recherches de fuite, c'est un élément extrêmement important pour un vendeur d'eau, puisque vous pompez de l'eau et ce que vous ne vendez pas, c'est de la perte. Donc c'est assez clair. Le rendement est l'outil qui nous permet de voir les progressions qu'on peut avoir par rapport à la situation actuelle. Le travail que nous faisons aujourd'hui, c'est de sectoriser, c'est-à-dire de diviser en petits morceaux le réseau d'eau, afin de regarder ce qui rentre et ce qui sort, et à partir de là, par des méthodes de quantification, puis de prélocalisation, de rechercher les fuites et réparer là où c'est nécessaire. Donc, rechercher les secteurs les plus fuyards, travailler sur ces secteurs, compléter par des mesures électroacoustiques et autres, qui permettent de savoir exactement où cela peut se passer, notamment la nuit, puisque là, on a beaucoup moins de consommateurs d'eau, ce qui permet vraiment de savoir quel est le bruit de fond et de trouver là où on a une fuite. Et ce travail-là nous permet d'économiser de l'énergie, notamment pour nous qui avons un gros réservoir qui est sous nos pieds. Donc on n'est pas en gravitaire avec ce qu'on peut avoir des châteaux d'eau et autres dans d'autres secteurs. On a quelque chose sous les pieds. Donc on a de grosses pompes qui pompent et qui pompent à la demande. Donc moins vous avez de pertes, moins vous avez à pomper, donc plus vous avez de gains d'énergie. Le travail que l'on fait en ce moment, c'est pour gagner à peu près 10% sur le rendement. 10% sur le rendement, c'est 10% d'énergie. Et ce sont sur des quantités assez importantes. Et dans le cadre du plan climat de la collectivité, c'est un effort que nous essayons de faire, au-delà, je dirais, de la recherche de rendement purement théorique. Merci. Alors, vous parliez des eaux usées tout à l'heure. Alors, non seulement il faut mesurer, comme vous le disiez, même en temps normal, mais vous parliez des orages et on comprend qu'il y a une nécessité de bien connaître la topographie, logie du réseau. C'est un petit peu votre métier, Monsieur Fischer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez inventé et en quoi votre capteur permet de mieux connaître son réseau? Alors, la société Huberton est une start-up qui a développé ce qu'on appelle un profileur acoustique. C'est un appareil qui va permettre de mesurer avec précision le champ de vitesse et le champ de concentration dans un écoulement.
Il va falloir nous préciser ce que c'est qu'un champ de vitesse et un champ de concentration. Donc je reprends. Imaginez un écoulement, il est constitué donc d'un liquide qui coule dans cet écoulement. Il est chargé en particules. Nous, en tout cas, c'est ce sur quoi on se focalise vu qu'on utilise des techniques acoustiques de mesure. Donc on se focalise sur ces particules qui sont transmises dans le réseau. Pour avoir une bonne connaissance du débit, il faut bien connaître comment celui-ci s'écoule. Pour bien designer un réseau, il faut être capable de dimensionner les conduites par rapport à des entrées qui sont à l'inverse d'un procédé industriel, qui sont très, très liés aux intempéries, à l'activité qui ne peut pas être vraiment prévue sur le réseau. Parce qu'on a des variations considérables, si j'ai bien compris. C'est-à-dire sur un tuyau qui peut faire plusieurs mètres de diamètre, parfois il n'y a absolument rien et parfois il est complètement rempli. Exactement. Et donc, l'idée, en tout cas, pour ce que propose Huberton dans le domaine de l'assainissement, c'est d'offrir un outil qui permette de suivre avec précision ces variations de débit, mais en même temps la quantité de matière qui est transportée. Parce que vous imaginez quand on est en temps sec et qu'il y a très peu d'eau dans le réseau, les matières transportées ont tendance à sédimenter. Vient un orage et tout ça va être remis en suspension et emmené dans les tuyaux qui vont, si l'orage est important, devenir trop petit, et donc on va avoir un rejet. C'est typiquement au moment où on va avoir le plus de charge qu'on va rejeter dans l'environnement. Donc les gens qui sont spécialisés dans le design de ces réseaux vont optimiser l'architecture de ce réseau en prévoyant des zones de stockage, des zones tampons, des zones où on va venir nettoyer et supprimer les sédiments. En tout cas, il est important pour réduire les risques de rejet dans l'environnement, de bien dimensionner les réseaux et donc de bien connaître leur comportement bien en amont. D'où l'intérêt aussi de faire des mesures dans ces conditions-là. Deux mots simplement sur la technologie que vous employez et en quoi elle est innovante. Alors, la technologie développée par Huberton se situe entre l'échographie médicale et les sonars utilisés en océanographie. Ce sont des systèmes qui vont émettre dans le milieu un signal acoustique. Ce signal acoustique va se propager le long d'un faisceau et le système va alors pouvoir observer à différentes distances ce qui se passe dans les différentes cellules de ce faisceau. L'analyse du signal va permettre de déterminer en particulier une vitesse du liquide et une quantité de matière en suspension. Monsieur Foresti, vous êtes client, vous serez client? Je peux être client puisque ça va nous amener à de la gestion en temps réel de nos réseaux, notamment en temps de pluie. Au-delà de ça, je dirais que nous avons à Strasbourg fait valider un schéma directeur d'assainissement ou un programme ambitieux sur 15 ans de 60 millions d'euros d'investissement, justement pour travailler non pas sur la gestion en temps réel, mais sur le stockage nécessaire en temps d'orage pour pouvoir réduire les impacts milieux. Donc on travaille dans le cadre de la directive 4 sur l'eau. Notre souci à nous, il est peut-être dans ce que vous avez présenté, mais aussi sur la réalité de l'impact milieu et de l'évolution de l'impact milieu pour pouvoir prouver que nous avons retrouvé un bon état écologique des cours d'eau dans le cadre de cette DCE. Donc là, par contre, on fait appel aussi aux industriels pour qu'ils puissent peut-être nous trouver des mesures qui permettront de vérifier cette amélioration de la qualité des cours d'eau, et donc de vérifier que tout l'ensemble des 60 millions d'euros que nous allons investir permet de retrouver justement cette bonne qualité des cours d'eau, sachant que on doit aussi prendre en compte ce qui arrive et ce qui sort, mais au moins vérifier que la partie impactante avec les déversoirs d'orage s'améliore dans le temps à partir du moment où on a fait les investissements nécessaires. Donc on fait appel aussi à votre sagacité pour nous trouver les mesures qui nous permettront de vérifier cela et de prouver à l'État que nous avons bien fait notre travail. Partant aussi, vous avez des pistes?
Je dirais en termes de qualité, encore une fois, des eaux, et on a eu l'occasion de développer un projet en commun avec l'ENGES. Effectivement, c'est de développer des stations de mesure et des stations d'alerte qui vont travailler sur le milieu, donc avant rejet dans le milieu naturel. Donc des installations qui vont permettre, via une ingénierie spécifique que nous développons, de s'installer au plus près du rejet et de s'adapter, je dirais, aux configurations du terrain qui ne sont pas toujours évidentes. Et donc, encore une fois, un développement à façon permet d'installer un capteur dans une zone particulière et de récupérer l'information via, encore une fois, donc un réseau GSM ou autre. Donc là, on va pouvoir donner l'information sur le rejet, de la qualité et la quantité rejetée, directement. Est-ce qu'au sein même des stations d'épuration, on a également des gisements de qualité environnementale si j'ai bien compris, on avait une gestion un petit peu plate, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, de la gestion des stations d'épuration, et on y apporte avec des nouveaux capteurs plus d'intelligence et de variation. Je dirais qu'aujourd'hui, la DRU a bien fait son travail et a mis à niveau beaucoup de stations d'épuration, un très très grand nombre aujourd'hui, et on passe plutôt sur une phase d'optimisation de l'outil avec l'affinage, je dirais, en termes de consommation d'énergie. Encore une fois, on va essayer de tracer au plus près les composants ou les polluants qu'on veut éliminer. Je pense notamment à l'ammonium, à la partie azote, donc ammonium ou nitrate, avec une mesure en ligne aujourd'hui, de manière à apporter l'oxygène juste nécessaire dans le bassin d'aération, sachant que le bassin d'aération, c'est le poste qui consomme le plus sur un ouvrage d'épuration. C'est sur une station d'épuration, c'est 60% à peu près de consommation d'énergie qui passe là-dedans. Et donc, effectivement, quand on peut suivre au plus près les polluants qu'on veut éliminer et apporter juste l'oxygène nécessaire, ça nous permet de faire une bonne épuration suffisante pour le rendement et puis d'économiser parfois jusqu'à 15% d'énergie. 15% sur 60%, effectivement, on y trouve aujourd'hui un gain, et je dirais l'amélioration des connaissances et des capteurs, encore une fois, qui vont dans le sens que j'évoquais avant. Donc simplification, pas de réactif, mesure en ligne avec une très très grande disponibilité vont dans ce sens-là. Très bien. Alors, Monsieur Fauretti, tout à l'heure, vous parliez d'un pilotage en temps réel des eaux usées. J'aurais aimé que vous développiez un petit peu de quoi il s'agit. Dans mon esprit, j'imaginais même un réseau à topologie variable. Est-ce que c'est à ça que vous pensez ou... Pourquoi pas? Je dirais que normalement, un réseau d'assainissement, c'est assez statique, c'est-à-dire qu'on a des écoulements, normalement gravitaires, un certain nombre de pompes qui permettent de réinjecter. Et le travail d'optimisation en temps réel, de gestion en temps réel, devrait permettre d'éviter des investissements supplémentaires pour pouvoir soit accepter un certain nombre de pluies plus importantes que ce qu'on peut accepter aujourd'hui, soit prendre en compte d'une nouvelle urbanisation sans avoir besoin d'augmenter la taille des tuyaux. Donc c'est ça qui va nous permettre, dans le travail en temps réel, d'optimiser les réseaux existants. Donc c'est assez intéressant par rapport à l'investissement, et c'est quelque chose vers lequel on tend. Donc c'est quelque chose qui sera intéressant pour l'assainissement. Voilà, au-delà de ça, on a parlé tout à l'heure de ce qui se passe à l'intérieur d'une station d'épuration, où à chaque étape du process, on a des mesures physico-chimiques qui se trouvent à chaque étape, ce qui nous permet d'avoir une véritable traçabilité de ce qui se passe dans une station d'épuration. C'est un ouvrage extrêmement contrôlé. Extrêmement contrôlé. Tous les jours, on a des mesures à toutes les phases, jusqu'au rejet. Donc on a vraiment besoin de pas mal d'analyses, de capteurs. Et si on peut optimiser, notamment énergétiquement, une station d'épuration, c'est assez intéressant. C'est quand même un grand consommateur d'énergie. Donc visiblement encore beaucoup de gisements d'énergie, de productivité, de qualité de l'eau à trouver grâce à ces nouveaux capteurs, grâce au cloud. Mais finalement, le cloud pour l'eau, c'est assez naturel. On va se quitter là-dessus. On va en tout cas laisser nos internautes de Cleantech République et prendre quelques questions dans l'Assemblée.